Alors j'ai beaucoup de plaisir à introduire Xavier Le Pichon, et je vais vous dire pourquoi je lui ai demandé de venir nous parler de Proust. Xavier Le Pichon est donc géologue, géodynamicien, spécialiste de la tectonique des plaques, et il a été professeur au Collège de France jusqu'à il y a 2 ans ou 3 ans. Je ne sais plus si c'est 2 ou 3 ans, mais quelques années. Le temps passe vite. Et c'était il y a 4 ans. En tout cas, quand j'ai été candidat au Collège de France, j'ai fait des visites, comme l'usage le veut, et j'ai donc été rendre visite à tous les professeurs du Collège de France. Et Xavier Le Pichon m'a fait parler de Proust pendant à peu près 1 heure, dans un des salons là derrière. Et bon, j'ai parlé de Proust pendant 1 heure. Et puis, au bout d'1 heure, il m'a avoué qu'il connaissait Proust beaucoup mieux que moi. Et que Proust était son jardin secret, sa passion. Et donc, je me suis senti très gêné du numéro que je venais de faire à quelqu'un qui avait lu Proust bien avant moi et sans doute beaucoup mieux. Et comme cette année, j'ai décidé de faire ce séminaire en invitant un certain nombre de personnes à parler de Proust qui, justement, ne sont pas des spécialistes littéraires de Proust, pour leur demander ce que la lecture de Proust leur avait apporté, comment ils l'avaient lu. J'ai pensé que c'était l'occasion d'entendre Xavier Le Pichon. Alors j'ai envoyé un message électronique en lui demandant s'il voulait venir. Il m'a d'abord répondu non, et puis le lendemain ou 2 jours après, il m'a envoyé un autre message en me disant que si je voulais vraiment, il viendrait. Et bon, comme je voulais vraiment, il est venu. Et je pense que, au fond, personne n'est mieux armé que lui pour parler de Proust, puisque je viens encore de le montrer. Proust, c'est une affaire, la recherche du temps perdu, c'est une affaire de strates, c'est une affaire de couches, c'est une affaire de plaques. D'ailleurs, dans la recherche du temps perdu, Proust utilise ces métaphores qui viennent de la géologie pour parler, par exemple, du vieillissement des visages dans le bal de tête, dans le plan retrouvé, ou pour parler de la psychologie des mois. Ce sont des métaphores très proustiennes que celles qui viennent de la géologie. Et vous nous avez donné un très beau titre sur le temps proustien et le temps du géologue. Voilà. Merci. Sutor ne supra crepidam. Cordonnier pas plus haut que la chaussure, aurait dit le peintre Apelle à son cordonnier d'après Pline l'Ancien. Je suis conscient que je m'expose aujourd'hui à ce que les spécialistes présents parmi vous portent ce jugement sur mon séminaire. Géologue ne sort pas de ta géologie. Mais, comme vient de le dire Antoine Compagnon, il a insisté pour que j'explique en non spécialiste pourquoi j'avais tant aimé Proust. C'est donc lui le coupable. Et c'est à lui qu'il vous faudra adresser vos reproches, pas à moi. J'ai découvert Proust lorsque j'avais 20 ans. Ce fut un choc très fort, tellement fort que je n'avais jamais osé replonger dans le monde intérieur de Proust, qui me semblait si proche du mien qu'il me faisait peur. La période de la lecture dans la recherche du temps perdu, à la fin de mon adolescence, avait été un temps de ma vie durant lequel je vivais avec Marcel Proust et j'habitais littéralement son œuvre. Et lorsque j'ai accepté, à vrai dire avec beaucoup de réticence, l'invitation d'Antoine Compagnon à donner ce séminaire, c'est avec un peu d'angoisse que j'abordais la relecture de ses livres.
retrouverai-je la même émotion? La peur de cette émotion était-elle la raison pour laquelle je n'avais jamais depuis ouvert une seule fois les volumes de la Pléiade dormant dans ma bibliothèque? Je me trouvais alors dans une situation très semblable à celle de Jacques-Benoît Méchain en 1957, lorsqu'il dut reprendre 30 ans plus tard la lecture de La recherche du temps perdu à l'occasion de la réédition de son petit essai de jeunesse, La musique du temps retrouvé, écrit alors qu'il avait 22 ans. Mais, comme lui, et je le cite, « Il m'a suffi de parcourir quelques pages de Proust pour voir renaître tout un monde englouti, mais qui avait poursuivi sa vie souterraine au fond de ma mémoire. » Je reviendrai plus tard à Benoît Méchain, dont j'ai découvert par hasard, il y a peu, ce qu'il a écrit de sa rencontre avec Proust et qui m'a rejoint de manière étonnante, alors que je ne le connaissais que comme un historien dont la réputation avait été entachée par un engagement politique sulfureux pendant l'occupation de la France par le régime d'Hitler. Mais je voudrais commencer en faisant appel à mon expérience de spécialiste des sciences de la Terre. Pourquoi, me direz-vous? Justement parce que le temps occupe une place centrale dans ma discipline scientifique et que j'ai donc été amené tout au long de ma vie de chercheur à composer avec lui. Et c'est donc comme géologue que je voudrais réfléchir avec vous à cette notion du temps dans l'œuvre de Proust. Je suis encouragé dans cette tentative par l'intérêt évident qu'avait Proust pour les sciences naturelles. Il montre à maintes reprises une réelle affinité avec elles, affinité dont témoignent les nombreuses allusions qu'il fait à la biologie animale. Il évoque ainsi la possibilité que la musique soit le témoin d'une première étape de la communication entre les hommes, dépassée depuis par l'invention du langage, comme certains êtres sont aujourd'hui, et je le cite, les derniers témoins d'une forme de vie que la nature a abandonnée. Il compare l'imperfection de l'organisation de notre vie spirituelle à celle, je le cite, encore aussi rudimentaire qu'est l'existence commune des protozoaires en polypiers. De même, fait-il appel à la géologie lorsqu'il compare par exemple son propre cerveau à un riche bassin minier où il y avait une étendue immense et fort diverse de gisements précieux. Mais je suis encouragé surtout dans cette approche, comme je vais essayer de le montrer, par la manière dont Proust rapporte ses observations, manière qui me semble relever de la méthode expérimentale, telle que nous la pratiquons dans les sciences naturelles. J'essaierai dans ce qui suit de montrer que Proust est un explorateur scientifique, un chercheur rigoureux. Mais revenons à la géologie et son rapport avec le temps. Depuis mon plus jeune âge, j'ai découvert que j'avais une attirance pour notre Terre qui m'a conduit à vivre avec elle une alliance cachée. Je me souviens que lorsque je me trouvais sur la plage, au Vietnam, au bord du Pacifique, je passais de longues heures à contempler la mer en essayant d'imaginer la nature du monde sous-marin qu'elle cachait. Depuis, cette quête du sens de la Terre ne m'a plus quitté. La Terre était entrée dans ma vie. Elle ne cessera d'y occuper beaucoup de place. Il est donc bien naturel que cette attirance m'ait ainsi conduit à la géologie, la science de la Terre. Or, pour un géologue, la Terre est d'abord une planète vivante, en transformation constante, et dans laquelle la dimension du temps est essentielle. En regardant un paysage, une roche, ce que voit d'abord le géologue,
ce sont les transformations que le temps est venu apporter à ce paysage, à cette roche. Un géologue ne voit pas en 3 dimensions, mais en 4 dimensions. Et dans les 4 dimensions, celle du temps est sans doute la plus importante. Prenons la roche, par exemple. Son âge géologique n'est pas la seule information que le géologue découvre. Il peut y lire les transformations successives qui ont affecté ce morceau de terre, les pressions et les températures auxquelles il a été soumis au cours de son existence. Bien plus, il peut, à partir d'analyses complexes, remonter aux origines de la roche, à sa généalogie, jusqu'à ses ancêtres les plus lointains, gardant les traces des origines mêmes de notre planète. Il y a plus de 4 milliards d'années, lorsqu'ils étaient enfouis à des milliers de kilomètres de profondeur, au sein même de cette immense usine de raffinage qu'est l'intérieur de la Terre. Mais cela, il ne le peut qu'à la condition de s'attacher à l'analyse d'échantillons bien précis qui ne lui fournissent qu'une vision parcellaire de cette histoire immense qui a permis à la Terre de se transformer en la planète sur laquelle nous vivons aujourd'hui. La rigueur même de cette enquête menée par le géologue en révèle les limites. Toute vision d'ensemble ne peut se faire qu'au prix d'interpolation et d'extrapolation qui la fragilisent. Les seules données sûres sont celles qui proviennent de l'analyse de ces échantillons très parcellaires. Ce que j'ai dit des échantillons s'applique de la même manière à la traduction des paysages en cartes géologiques. La carte géologique est un travail de synthèse qui s'appuie sur des choix, qui éliminent, et sur des interpolations et extrapolations dans le domaine de la surface analysée, mais plus encore dans celui du sous-sol, et encore doublement plus dans celui du temps. Car la carte géologique est toujours, en fin de compte, une interprétation à partir d'un choix dans les observations qui sont le matériau de base. D'une certaine manière, on peut dire que la recherche du géologue est dominée par la dimension du temps, mais que cette recherche passe par des choix drastiques, que ce soit celui des échantillons ou celui des paramètres qui seront privilégiés dans son analyse. Le temps retrouvé, au terme de sa recherche du temps perdu de la Terre, est un temps qui se révèle en filigrane à partir de quelques points sûrs, faisant remonter de la mémoire de la Terre des instants privilégiés, obscurcis par les incertitudes d'immenses tranches d'évolution qui sont définitivement perdues et qu'il faut restituer par interpolation et extrapolation. Le temps, bien sûr, est présent partout dans l'œuvre de Proust, dans les titres mêmes qu'il a choisis, à la recherche du temps perdu, le temps retrouvé, dans le choix qu'il a fait de consacrer la première et dernière phrase de son ouvrage au temps, etc. Mais de quel temps s'agit-il ? Justement, cette dernière phrase du temps retrouvé nous fournit une clé, me semble-t-il, pour le comprendre. Du moins, je le cite, si la force m'était laissée assez longtemps pour accomplir mon œuvre, ne manquerais-je pas d'abord d'y décrire les hommes, cela dût-il les faire ressembler à des êtres monstrueux, comme occupant une place si considérable à côté de celle si restreinte qui leur est réservée dans l'espace, une place au contraire prolongée sans mesure, puisqu'ils touchent simultanément, comme des géants plongés dans les années, à des époques si distantes, entre lesquelles tant de jours sont venus se placer dans le temps. Proust montre bien dans ce passage que sa vision est une vision à 4 dimensions. En voyant le duc de Guermantes jucher, je le cite, sur le sommet peu praticable de 83 années,
le narrateur réalise que les hommes, à cause du poids du temps qu'ils transportent avec eux, sont comme, et je le cite, juchés sur de vivantes échasses, grandissant sans cesse, parfois plus hautes que les clochers, finissant par leur rendre la marche difficile et périlleuse, et d'où tout d'un coup ils tombaient. Le temps fait partie intégrale de la vision de Proust. Mais je crois plus encore, il s'intéresse à un temps dynamique dont le pouvoir de transformation est stupéfiant. L'exemple le plus saisissant est l'extraordinaire galerie de vieillards dont le narrateur esquisse les portraits dans la soirée chez la princesse de Guermantes. Il dit « Et maintenant, je comprenais ce qu'était la vieillesse ». Pour certains d'entre nous, c'est une phrase qui a un sens. Non seulement il voit dans ceux qui l'examinent, et grâce à leur réaction en lui-même, la transformation qu'apporte le temps, mais il a le regard du zoologiste pour retrouver l'héritage généalogique que révèle cette transformation du temps. Ainsi, par exemple, en regardant le Grandin, il découvre, je cite, avec une satisfaction de zoologiste, dans le méplat de ses joues, la construction de celle de son jeune neveu, Léonore de Cambremer, qui pourtant avait l'air de ne lui ressembler nullement. Son oncle me semblait maintenant le jeune Cambremer, ayant pris pour s'amuser les apparences du vieillard, qu'en réalité il serait un jour. Si bien que ce n'était plus seulement ce qu'étaient devenus les jeunes d'autrefois, mais ce que deviendraient ceux d'aujourd'hui, qui me donnait avec tant de force la sensation du temps. Pour pouvoir appliquer avec rigueur ces méthodes d'observation à 4 dimensions, Proust se limite volontairement à son expérience propre, dans laquelle il puise ses matériaux. Il n'a pas, comme Balzac, l'ambition de présenter une vision globale de la société humaine. Cette ambition de Balzac apparaît clairement dans le titre que celui-ci choisit pour son œuvre. Il ne l'a pas intitulée « Comédie de la société française au XIXe siècle », mais bien la comédie humaine. On peut dire, me semble-t-il, de Balzac qu'il a une approche structuraliste, pensant pouvoir retrouver des invariants qu'il érige en universaux et qui lui permettent de reconstruire une vision d'ensemble synthétique. Je cite, « Je vais vous révéler en peu de mots le grand mystère de la vie humaine », dit le vieillard à Raphaël dans La peau de chagrin. C'est bien ce mystère que Balzac a l'ambition de révéler dans son œuvre, en utilisant comme guide sa vision a priori de la nature de l'homme. Au contraire, Proust limite son exploration de manière rigoureuse à ce qu'il a expérimenté, renonçant aux généralisations ou extrapolations hors de ce champ. Le monde qu'il fait revivre est son monde intérieur, qu'il nous révèle à partir de la description des expériences qu'il a vécues. Son approche, comme je l'ai proposé plus tôt, me semble relever de la méthode expérimentale. Proust n'a pas d'a priori. Il n'a pas de vision toute construite qu'il cherche à illustrer. Proust est un explorateur scientifique, un chercheur rigoureux. C'est ce que je vais essayer de continuer à démontrer dans ce qui suit. Je n'ai encore rien mentionné, en effet, des fameuses expériences considérées comme fondatrices du monde de Proust, ces expériences qui lui ont fait découvrir un nouveau monde, un monde enchanté qui le met dans un état de bonheur indicible et qu'il décrit lui-même comme extratemporel. Roger de Quesnoy en parle comme des leviers de ce nouveau monde auquel Proust nous a donné accès. Et je cite, une madeleine, une tasse de thé, des clochers, des arbres, une phrase musicale, quelques pavés inégaux et une centaine de lignes sur 3000 pages.
J'ai choisi cette citation car elle met en évidence le petit nombre de ces expériences. Non seulement celles-ci sont rares, mais elles sont imprévues, soudaines. Tout à coup, je fus rempli d'un bonheur indicible. Tout à coup. Elles ne peuvent être produites sur commande. On n'entre pas à volonté dans ce monde enchanté, comme le montre ce passage du Temps retrouvé, où le narrateur se désole de son insensibilité. « Arbre, pensais-je, vous n'avez plus rien à me dire. Mon cœur refroidi ne vous entend plus. Je suis pourtant ici en pleine nature, eh bien c'est avec froideur, avec ennui, que mes yeux constatent la ligne qui sépare votre front lumineux de votre tronc d'ombre. » Comme ces expériences ont été sublimées par l'extraordinaire artiste qu'est Proust, et qu'elles sont entrées définitivement pour nous dans le monde de l'art, c'est la dimension artistique qu'on en retient d'abord, et qui est généralement, à juste titre, très longuement commentée. Lui-même, d'ailleurs, avait pleinement conscience qu'il survivrait grâce à son art, afin, écrit-il, que pousse l'herbe, non de l'oubli, mais de la vie éternelle, l'herbe drue des œuvres fécondes, sur laquelle les générations viendront faire gaiement, sans souci de ceux qui dorment en dessous, leur déjeuner sur l'herbe. Mais avant la transformation par l'art, il y a l'expérience sur laquelle Proust s'appuie. Quelle est cette expérience? Est-elle propre à Proust ou d'autres l'ont-ils ressentie? C'est ce à quoi je voudrais maintenant essayer de répondre. Je commencerai par cette citation de Du côté de chez Swann qui confirme, me semble-t-il, que le monde de Proust est un monde enchanté. « Je trouve très raisonnable, dit le narrateur, la croyance celtique que les âmes de ceux que nous avons perdus sont captives dans quelque être inférieur, dans une bête, un végétal, une chose inanimée, perdue en effet pour nous jusqu'au jour, qui pour beaucoup ne vient jamais, où nous nous trouvons passés près de l'arbre, entrés en possession de l'objet qui est leur prison. Alors elles tressaillent, nous appellent, et sitôt que nous les avons reconnus, l'enchantement est brisé. Délivrées par nous, elles ont vaincu la mort et reviennent vivre avec nous. » Ce monde enchanté, Proust y accède par une expérience que l'on peut appeler de communion, d'adoration, deux mots qu'il a lui-même utilisés. Essayons d'entrer plus avant dans cette expérience. Benoît Méchain cite le musicien Reynaldo Hahn, un ami proche de Proust, évoquant le souvenir d'un séjour qu'il fit chez des amis avec celui-ci. Je cite, « Le jour de mon arrivée, nous allâmes ensemble nous promener dans le jardin. Nous passâmes devant une bordure de rosiers du Bengale quand soudain il se tut et s'arrêta. Je m'arrêtai aussi, mais il se remit alors à marcher et je fis de même. Bientôt il m'arrêta et me dit avec cette douceur enfantine et un peu triste qu'il conserva toujours dans le ton et dans la voix, « Est-ce que cela vous fâcherait que je reste un peu en arrière ? Je voudrais revoir les petits rosiers. » Je le quittai. Au tournant de l'allée, je regardai derrière moi. Proust avait rebroussé chemin jusqu'au rosier. Ayant fait le tour du château, je le retrouvai à la même place, regardant fixement les roses. La tête penchée, le visage grave, il clignait des yeux, les sourcils légèrement foncés comme par un effort d'attention passionnée, et de sa main gauche, il poussait obstinément entre ses lèvres le bout de sa petite moustache noire qu'il mordillait. Comme est précieuse pour moi cette image de Proust, perdue devant ces petits rosiers. Que se passe-t-il alors en lui? Contemplation? Communion? Adoration? Je ne peux, pour essayer de le
pour le comprendre que ce que j'ai moi aussi vécu. Car cette expérience dont parle Proust et qui me paraît relever de la transcendance propre à l'humain, chacun de nous ne l'a-t-il pas faite un jour ou l'autre? Pour ma part, ce sont des expériences comparables qui m'ont conduit à la géologie, à cette passion pour notre planète, lorsque soudain, à l'improviste, j'ai été comme saisi, interpellé, sorti du temps, envahi par cette émotion qui me faisait entrer dans l'enchantement de la terre. Je me retrouve tout à fait dans la description que le narrateur fait de lui-même dans Du côté de chez Swann, immobile pendant des heures, dans la contemplation d'un clocher, comme il s'était arrêté devant les petits rosiers qu'il appelait mystérieusement à les contempler. Contemplons-le dans ce passage, cherchant à découvrir quel est cet appel qu'il ressent au plus profond de lui. Je cite, « Le passant, s'il se retourne pour s'assurer que je ne m'égare pas, peut à son étonnement m'apercevoir qui, oublieux de la promenade entreprise ou de la course obligée, reste là, devant le clocher, pendant des heures, immobile, essayant de me souvenir, sentant au fond de moi des terres reconquises sur l'oubli qui s'assèchent et se rebâtissent. Et sans doute alors, et plus anxieusement que tout à l'heure, quand je lui demandais de me renseigner, je cherche encore mon chemin, je tourne une rue, mais c'est dans mon cœur. » Et encore, suite au fameux épisode de la Madeleine, un plaisir délicieux m'avait envahi, isolé, sans la notion de sa cause. Il m'avait aussitôt rendu les vicissitudes de la vie indifférentes, ses désastres inoffensifs, sa brièveté illusoire, de la même façon qu'opère l'amour, en me remplissant d'une essence précieuse. Ou plutôt, cette essence n'était pas en moi, elle était moi. J'avais cessé de me sentir médiocre, contingent, mortel. Et enfin, dernière citation, dans Le temps retrouvé, « Une minute affranchie de l'ordre du temps a recréé en nous, pour la sentir, l'homme affranchi de l'ordre du temps. » Le point commun à toutes ces expériences est que le narrateur s'est senti affranchi du temps. Il a cessé d'être mortel. Mais si ces expériences sont soustraites au temps, elles sont fugitives. Il nous le dit lui-même, de sorte que ce que l'être par 3 et 4 fois ressuscité en moi venait de goûter, c'était peut-être bien des fragments d'existence soustraits au temps, mais cette contemplation, quoique d'éternité, était fugitive. En un mot, il sort bien du temps, mais pour de courts instants. Avant d'être une manière de retrouver le temps perdu, ces expériences me paraissent une sortie du temps. Proust est comme saisi par cet enchantement de la terre qui l'arrache à l'instant présent. Et si tout d'un coup le souvenir lui est apparu, c'est parce qu'il retrouve une expérience semblable qui elle aussi s'était affranchie du temps et remonte subitement à la surface dans cet espace intemporel. Mais quand, dit le narrateur, d'un passé ancien, rien ne subsiste après la mort des êtres, après la destruction des choses, seule, plus frêle, mais plus vivace, plus persistante, plus fidèle, l'odeur et la saveur restent encore longtemps, comme les âmes, à se rappeler, à attendre, à espérer, sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir, sur leurs gouttelettes presque impalpables, l'édifice immense du souvenir, parce que de fait, elles sont sorties du temps. Le narrateur nous le confirme sans ambiguïté dans Le temps retrouvé, lorsqu'il écrit « Au vrai, l'être qui alors goûtait en moi cette impression, la goûtait en ce qu'elle avait de commun dans un jour ancien et maintenant, dans ce qu'elle avait d'extra-temporel,
un être qui n'apparaissait que par une de ses identités entre le présent et le passé. Il pouvait se trouver dans le seul milieu où il put vivre, jouir de l'essence, des choses, c'est-à-dire en dehors du temps. Cela expliquait que mes inquiétudes au sujet de ma mort eussent cessé au moment où j'avais reconnu inconsciemment le goût de la petite Madeleine, puisqu'à ce moment-là, l'être que j'avais été était un être extratemporel, par conséquent insoucieux des vicissitudes de l'avenir. Cet être-là n'était jamais venu à moi, ne s'était jamais manifesté, qu'en dehors de l'action, de la jouissance immédiate, chaque fois que le miracle d'une analogie m'avait fait échapper au présent. Seul il avait le pouvoir de me faire retrouver les jours anciens, le temps perdu, devant quoi les efforts de ma mémoire et de mon intelligence échouaient toujours. André Mauroy, dans la préface de la première édition de la Pléiade, souligne que Claude Mauriac, dans son excellent petit livre sur Proust, insiste avec raison sur la notion éminemment proustienne de joie. Ces moments d'extase, de sortie du temps, chez Proust, sont des moments de joie pure, de bonheur. Claude Mauriac commente « La vie véritable qui est joie surgit derrière la vie apparente, abusivement dite réelle. Une fois de plus, le narrateur éprouve le besoin de réaliser ce réel impalpable, immatériel, fugitif. Il s'agit bien de moments de joie puissante qui le met dans un état inconnu de félicité devant laquelle toute autre félicité s'évanouit. La vision fugitive s'adresse à lui. « Saisis-moi au passage si tu en as la force et tâche à résoudre l'énigme du bonheur que je te propose. » Cette énigme l'a lancé dans une quête menée tout au long de cette recherche du temps perdu. C'est elle qui le motive, qui l'attire, mais en même temps qui lui semble se dérober dès qu'il l'atteint. La possession permanente de cette joie est impossible. L'énigme du bonheur n'empêche pas que cette joie soit bien réelle lorsque l'extase se produit, et la puissance de cette joie l'interpelle. D'où avait pu me venir cette puissante joie? Je sentais qu'elle était liée au goût du thé, du gâteau, mais qu'elle le dépassait infiniment, ne devait pas être de même nature. D'où venait-elle? Que signifiait-elle? Où l'appréhender? Cette joie est la source du bonheur qui dépasse tout autre bonheur, mais qui ne peut qu'être ressentie, ni expliquée, ni analysée. C'est une expérience à l'état pur. Et je recommence à me demander quel pouvait être cet état inconnu, écrit-il, qui n'apportait aucune preuve logique, mais l'évidence de sa félicité, de sa réalité devant laquelle les autres s'évanouissaient. Le bonheur qui le saisit sans prévenir, mais qui ne se laisse pas saisir, qui le tire hors du temps que pour le laisser y retourner, revient soudain dans le temps retrouvé. Il y fait sa dernière apparition. L'auteur saura-t-il alors le saisir? L'énigme du bonheur sera-t-elle enfin résolue? L'extase permanente est-elle alors à sa portée? Écoutons-le une dernière fois. La félicité que je venais d'éprouver était bien en effet la même que celle que j'avais éprouvée en mangeant la madeleine, et dont j'avais alors ajourné de rechercher les causes profondes. La différence purement matérielle était dans les images évoquées. Un nazir profond enivrait mes yeux, des impressions de fraîcheur, d'éblouissante lumière tournaient près de moi, et dans mon désir de les saisir, sans oser plus bouger que quand je goûtais le saveur de la madeleine, en tâchant de faire parvenir jusqu'à moi ce qu'elle me rappelait, je restais, quitte à faire rire la foule innombrable des Watmen, à tituber, comme j'avais fait tout à l'heure, un pied sur le pavé plus élevé, l'autre pied sur le pavé le plus bas. Chaque fois que je refaisais, rien que matériellement ce même pas, il me restait inutile. Mais si je réussissais, oubliant la matinée guermante, à retrouver ce que j'avais senti en posant ainsi mes pieds, de nouveau la vision éblouissante et indistincte me frôlait, comme si elle m'avait dit « Saisis-moi au passage si tu en as la force,
et tâche à résoudre l'énigme du bonheur que je te propose. Pour essayer d'apporter ma réponse à cette question, pour savoir si Proust a eu la force de saisir ses visions fugitives, pour discerner s'il a résolu l'énigme qu'elle lui posait, je me tourne à nouveau vers Benoît Méchain et son entretien avec Proust. Cet entretien fut d'abord publié en 1957, puis en nouveau en 1977 sous une forme amplifiée, et enfin dans une version finale dans ses mémoires. Il est toujours un peu inquiétant de voir ainsi évoluer au cours du temps un témoignage aussi important. Je ne suis ni critique ni historien et ne puis porter un jugement sur la fidélité de ce témoignage. Mais celui-ci m'a paru intéressant, tout simplement, je dois l'avouer, parce qu'il rejoint certaines de mes intuitions sur la recherche du temps perdu. Proust reçut le jeune Benoît Méchain, il avait alors 21 ans, à la mi-juin de l'année 1922, entre 1h et 3h du matin, dans sa chambre du Ritz à Paris. Il se sait alors assiégé, comme il dit. Son esprit ne va pas tarder à se rendre. La mort qui le guette surviendra à peine 5 mois plus tard. N'écrit-il pas dans les dernières pages du Temps retrouvé, rédigé sans doute à peu près à la même époque, « Avoir un corps, c'est la grande menace pour l'esprit. Le corps enferme l'esprit dans une forteresse. Bientôt la forteresse est assiégée de toutes parts et il faut à la fin que l'esprit se rende. » Suivons Benoît Méchain dans cette chambre et laissons-nous comme lui surprendre par la rencontre entre ce jeune homme, musicien et écrivain doué, mais encore inconnu, et l'auteur déjà célèbre, assiégé dans son corps, à qui il ne peut plus se fier. Dans ce contexte, les paroles que rappelle Benoît Méchain prennent une intensité particulière. J'entrai dans une pièce où régnait une obscurité qui évoquait celle des profondeurs sous-marines et qui eût été totale si une petite lampe coiffée d'un abat-jour de taffetas rose n'eût été allumée dans un coin. Pour ajouter encore à mon dépaysement, l'air était imprégné d'une odeur fade et indéfinissable. Mes yeux mirent quelques secondes à s'accoutumer à cette pénombre. J'aperçus alors l'auteur d'un amour de Swann, allongé sur une sorte de lit de repos. Les jambes recouvertes par un plaid écossais, il portait un smoking dont l'échancrure laissait voir un plastron empesé. Ses joues, quoique rasées, avaient une couleur charbonneuse et la main qu'il me tendit était gantée de coton gris. Après des propos hésitants, aimables mais sans intérêt réel pour nous, Benoît Méchain lui demanda s'il était vrai que La recherche du temps perdu fût un roman à clé. « Pourquoi faut-il que vous m'ayez posé cette question ? J'espérais mieux de vous, lui aurait dit Proust. » Puis, après un moment de silence, il aurait ajouté ces paroles, qui, si elles correspondent à la réalité, me paraissent essentielles. « Ce que je cherche à faire est tellement plus important pour la connaissance du cœur humain. Les gens veulent tout ramener à eux. Quelle misère! La recherche du temps perdu, comme son nom l'indique, est un long voyage, non point à travers l'espace ou le temps, mais à travers l'âme humaine. Une plongée vers cette zone où tout serait communicable, où nous pourrions voir non point un autre monde, car je ne suis pas certain qu'il existe, mais ce monde-ci avec les yeux d'un autre, de 100 autres, voir les 100 univers qu'est chacun d'eux. Nous entrerions alors dans un état ineffable, semblable à celui que les pères de l'Église appelaient la communion des saints. J'ai pensé tout d'abord achever mon œuvre par un volume qui se serait appelé « L'adoration perpétuelle ». Vous en retrouverez la trace au verso du faux titre de la première édition de Swann paru chez Grasset. Finalement, j'ai dû me résigner à l'appeler « Le temps retrouvé ». C'était tout ce que je pouvais faire, toute la souffrance de ma vie, toute l'expérience que j'ai accumulée en moi depuis ma jeunesse tient dans l'écart entre ces deux titres. Il mesure en quelque sorte l'étendue de ma défaite. Oui, de ma défaite,
Je n'y peux rien. Vouloir pénétrer dans dans cette zone lumineuse où l'homme échapperait aux ravages du vieillissement était une tentative désespérée. Je ne pense pas que personne l'ait tenté avant moi avec les mêmes moyens d'approche. Pendant une période assez brève, j'ai voulu me persuader que l'adoration perpétuelle et le temps retrouvé étaient la même chose. Mais je n'ai pas pu m'abuser bien longtemps, c'était un leurre. Comme l'amitié, comme l'amour. J'ai tout sacrifié à la vérité, et la vérité est triste. Il n'y a pas d'extase durable. Il y aurait tant à dire là-dessus. Mais l'heure avance, je ne veux pas vous retenir, nous en reparlerons une autre fois. Proust a-t-il réellement prononcé ces paroles que Benoît Méchain lui attribue? A-t-il vraiment parlé de défaite? Proust, au seuil de sa mort, aurait-il vraiment reconnu qu'il était en train de perdre sa lutte contre le temps? Avait-il alors réalisé que l'extase qu'il avait connue par moments, extase qu'il avait fait entrer dans le monde enchanté de la terre, monde de communion, d'adoration, qui nous aspire hors du temps, il lui était impossible de s'y installer de manière permanente. Bien plus, avait-il, dans les derniers temps de sa vie, senti que ces moments d'extase appartenaient à un paradis perdu, paradis désormais hors d'atteinte, qui semblait même le fuir. Quoi qu'il en soit, Proust n'a pas été le premier à avoir vécu cette tension entre l'extase hors du temps et la vie plongée dans le temps. Une telle tension est profondément humaine. Elle appartient à l'essence même de l'humanité. Avant Proust, beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes l'ont vécue. Nous la retrouvons en particulier chez tous les grands mystiques et sans doute chez tous les véritables artistes. Mais de cette tension, Proust a été un extraordinaire témoin, dont la crédibilité ne peut être mise en doute. Il en est le témoin, je dirais même le martyr, au sens étymologique du terme, dans la mesure où il a donné sa vie pour en témoigner. Cette tension aboutit chez lui à une véritable lutte avec le temps. Cette lutte l'a usé, fatigué, de son propre aveu, je cite, « J'éprouvais un sentiment de fatigue profonde, à sentir que tout ce temps si long, non seulement avait sans une interruption été vécu, pensé, sécrété par moi, qu'il était ma vie, qu'il était moi-même, mais encore que j'avais à toute minute à le maintenir attaché à moi, qu'il me supportait, que j'étais juché à son sommet vertigineux, que je ne pouvais me mouvoir sans le déplacer avec moi. » Proust a-t-il compris à la fin de sa vie que sa lutte avec le temps était une lutte qu'il était en train de perdre? Le temps s'imposait à lui. Il envahissait tout. Mais il savait que cette lutte se terminerait avec la mort, car après la mort, écrit-il encore, le temps se retire du corps et les souvenirs si indifférents, si pâlis sont effacés. Alors, le temps de Proust est-il celui des géologues, comme le propose le titre de ce séminaire sous forme de boutade? Je réalise bien sûr que mon approche est étroitement liée à la manière dont l'œuvre de Proust est venue prendre place dans mon univers intérieur. Une place en quelque sorte naturelle, comme si je l'avais attendue pour me révéler ce qui était déjà présent en moi. Car en fin de compte, je n'ai bien sûr pas cherché dans ce séminaire à vous dire qui était Proust, mais qui était Proust pour moi. C'est sans doute la grandeur unique de cet écrivain que d'offrir une lecture différente à chacun de ceux qui se laissent attirer par son monde enchanté. Si je cherche à analyser les raisons de l'attirance que Proust a exercée sur moi, il y a avant tout la rigueur,
avec laquelle il s'est exclusivement adressé à son expérience pour tirer la matière de ce qu'il voulait partager avec ses lecteurs. C'est en cela que je considère que la méthode de Proust rejoint la méthode expérimentale, qui est le fondement des sciences naturelles. C'est cette approche expérimentale, me semble-t-il, qui l'a conduit à comprendre que son monde intérieur était un monde à 4 dimensions, dans laquelle la 4e dimension, le temps, prenait une place de plus en plus grande avec l'âge. Plus il vieillissait, plus le temps mangeait les autres dimensions, plus il le sentait à toute minute attaché, comme il écrit, à lui. Et le paradoxe était qu'alors même que le temps s'imposait à lui comme la dimension essentielle, c'est alors que Proust me paraît avoir atteint la conviction que tout disparaîtrait avec la mort et que son œuvre même serait mortelle. Il écrit « La durée éternelle n'est pas plus promise aux œuvres qu'aux hommes ». S'il avait cru trouver dans les moments d'extase auxquels il avait accordé tant d'importance la possibilité d'échapper au temps, d'entrer dans l'éternité, cette possibilité semblait l'avoir fui à la fin de sa vie. Cette voie lui serait donc apparue comme fermée. Proust aurait-il alors compris qu'il était en train de perdre la lutte acharnée menée avec le temps, lutte qui forme la toile de fond de son œuvre et qui m'en rend la lecture si poignante, aujourd'hui encore, un siècle plus tard. Bon, les applaudissements vous montrent la ferveur avec laquelle vous avez été écouté. Moi, j'étais très sensible à beaucoup d'aspects de ce que vous avez dit, mais je dirais d'abord à cette insistance sur la méthode expérimentale qui s'oppose nettement, si nettement, à l'idée qui a souvent été soutenue d'un livre dogmatique, d'un livre à thèse, d'une théorie qui était illustrée. Et donc, ça me paraît très bien de dire c'est pas ça. C'est pas un roman philosophique, c'est pas un roman qui veut démontrer quelque chose, mais qui au fond, met en cause. Il est certain que Proust commence avec une théorie, mais cette théorie est mise à bas par cette méthode expérimentale du chercheur. Oui, moi je suis très très frappé par le fait que ces éléments de base, il les tire de son expérience. Ça ne peut pas être autrement, il ne peut pas les inventer. Et ce qui me frappe, j'ai beaucoup lu depuis que vous m'avez demandé de m'occuper de ce séminaire, les remarques de beaucoup de personnes. Et ce qui me frappe, c'est qu'il y a très peu d'analyse de l'expérience en tant que telle. Il y a une analyse de la manière dont il en a fait de la littérature, et ça, Dieu sait s'il y en a, mais l'expérience en tant que telle, même quand on voit des approches un peu physiologiques, la notion d'extase, par exemple, dont il parle lui-même, sur laquelle il insiste, la joie soudaine qui le remplit, etc. Donc, ça me paraît quelque chose qui est... J'ai comparé avec Balzac, c'est tellement différent de Balzac. Là, on a tout le temps l'impression, d'ailleurs souvent on a envie de dire, au lieu de le narrateur, on a envie de dire Proust. C'est sûr qu'il fait appel. Voilà, c'est cette chose-là qui m'a le plus frappé. Moi. En le relisant maintenant. En le relisant maintenant. Il y a eu
bon, il y a une série de lectures phénoménologiques, enfin, qui s'inspirent de la phénoménologie pour aborder ce côté. Mais c'est aussi un petit peu ce que je disais tout à l'heure en disant qu'il faut prendre au sérieux la première page et le lire vraiment comme une hallucination. Voilà, j'ai été très heureux de ce que vous disiez. J'essaye parce que c'est vrai qu'on a tendance à atténuer, les lectures ont tendance à atténuer le dérangement que peuvent causer des pages comme celle-là. La deuxième chose qui m'apparaît, mais là je ne suis pas assez compétent, mais vous pouvez peut-être répondre à cette question, mais j'ai l'impression que Proust a beaucoup évolué. Oui. Et que le Proust de 1922 n'était pas le même que le Proust de 1913 ou d'avant. Il y a eu une période où il cherchait désespérément à publier, à faire passer son œuvre, mais qu'après, c'est plus qu'il faut sortir ce qui doit sortir de lui-même. Mais l'aspect, est-ce qu'il va avoir tel prix ou tel autre, ça ne compte plus. Il est entré dans une autre dimension. Et ça, je ne sais pas si ça a été, enfin vous pouvez me le dire, si ça a été étudié, c'est-à-dire l'évolution de la pensée de Proust avec le temps et avec l'approche de la mort. Oui, non, je crois que beaucoup d'entre nous seraient d'accord avec vous pour dire cela, il y a un certain degré d'incohérence entre le début et la fin. Le début est le début d'un autre roman que celui qui se termine et qui est posthume, en plus, qui n'est pas celui qui l'aurait été si Proust avait pu le mener à terme. Qu'il y ait... par exemple, vous citiez cette page du tout début sur la croyance celtique, qui, elle, est une page qui, d'une certaine façon, surmonte la mort, puisqu'il y a toujours, une chance pour que soit recueilli et sauvé ce qui a été. Alors que vous avez conclu en disant que plutôt que le temps retrouvé allait plutôt vers la défaite fatale de la lutte avec le temps. Oui, la manière dont je lis Proust, vous voyez, c'est cet homme qui a découvert un monde enchanté. Voilà, le monde enchanté dont il parle au début, qui par moments est venu s'imposer à lui avec une très grande force, et par d'autres moments il a cherché à y retourner de toutes ses forces, ou en tout cas à le raconter, à le reprendre. Et il en fait la clé. Et puis j'ai l'impression qu'à la fin il s'aperçoit que ce n'est pas la clé, et qu'il se trouve confronté à une défaite. C'est pour ça que je ne sais pas ce que vous pensez de ce qu'a écrit Benoît Méchain, est-ce qu'il l'a inventé, mais j'aime bien cette approche-là. Le Proust qui est au bout de sa vie, qui est dans un état de santé épouvantable, et qui s'est enfermé dans sa chambre depuis des années, puis là il est devant le monde enchanté, où est-il, tout ça. Oui, mais en même temps, dans Le temps retrouvé, à la fin, dans le bal de tête, il y a une dimension triomphaliste. Tous les autres ont vieilli, tous les autres sont transformés par le temps, et d'une certaine façon, le narrateur est celui qui triomphe puisqu'il a trouvé la solution. Il y a une dimension triomphaliste du temps retrouvé. C'est vrai, mais en même temps, il s'aperçoit par le regard des autres que lui-même est devenu ce vieillard. Oui, mais il y a beaucoup de passages du temps retrouvé où lui a trouvé Non, mais ça, c'est tout à fait vrai, et je le lis aussi comme vous le dites, et vous connaissez beaucoup mieux que moi, donc c'est certainement vrai. Mais il me semble qu'il évolue, qu'il évolue, et qu'à la fin, il n'est plus si sûr, et même qu'à un moment, il se dit, est-ce que j'ai visé trop haut, voilà. J'ai voulu faire quelque chose que personne d'autre n'a fait, et puis j'ai été trop loin, j'ai voulu aller trop loin, et je sens ma défaite, peut-être parce que j'avais placé la barre beaucoup trop haut.
Oui, oui, oui. En même temps, c'est vrai que dans les démarches de Proust que je décrivais dans les leçons précédentes, cette grande difficulté à se faire publier coïncide chez Proust avec une certitude de l'importance de ce qu'il a fait. Mais ça, c'est le début, en effet, l'idée que une conscience profonde de l'œuvre et de son caractère essentiel. Et oui. Moi, ce qui m'a aussi frappé dans ce que vous disiez, c'est qu'en même temps, vous l'avez présenté comme un chercheur, une démarche scientifique, et puis mystique à la fin. Oui. Et bon, est-ce que les deux sont absolument compatibles? Comment vous les rendez Alors, le chercheur mystique? Je voudrais qu'on soit clair là-dessus. L'expérience de l'extase n'est pas quelque chose qui est réservé aux mystiques. Je pense mais que vous avez employé artistes... le mot. Vous avez employé le oui, mot mystique. Oui, les mystiques, oui. les mystiques la font de toute évidence, ils le disent. Mais les artistes... Non, mais les chercheurs... Et les chercheurs, enfin moi, comme modeste chercheur, j'ai eu cette expérience. C'est ça, c'est un peu ce que je voulais... J'ai eu cette expérience, que ce soit au fond des océans ou dans un truc. On a des moments où on est saisi, on est transporté, et là, appelez ça comme vous voulez, moi j'appelle ça transcendance, on sort du temps. Et c'est ce que dit Proust, à chaque fois. Parce qu'on en fait tout le temps une histoire de mémoire involontaire. Voilà, il a eu une... Mais non, avant la mémoire involontaire... Il y a l'ascèse. Il y a l'expérience de l'extase. Ce truc qui le bloque pendant... Enfin, quand vous restez pendant 3 heures à regarder 2 clochers, c'est pas seulement les clochers que vous regardez, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est quelque chose d'unique. Vous êtes sorti du temps, il le dit lui-même. C'est extratemporel. Il appelle ça des expériences extratemporelles. Donc, ce n'est pas une question de souvenir. Voilà, c'est ça sur quoi j'insiste, moi. Oui. C'est l'aspect d'extase et de joie, sur lequel Claude Mauriac a beaucoup insisté. Je trouve que c'est une vraie idée, parce que c'était associé pour lui à une notion de joie extraordinaire. Donc, c'était une expérience d'extase qui n'était pas du tout une expérience religieuse, pas du tout. C'était une expérience comme on peut avoir, enfin, je pense que d'autres gens, moi je me souviens... tout jeune, restant bloqué devant un paysage ou devant même simplement une maison, une table, et puis sorti du temps. Vous voyez, c'est cette expérience de l'extase qui vous remplit, qui remplit où on a pu... Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'on a tout voulu ramener... Enfin, je ne dis pas ça, mais beaucoup de fois, on essaye de ramener à des souvenirs, à des retours, à des sublimations du souvenir. Mais il me semble qu'à la base, il y a une expérience qui est commune chez les hommes. Et que chez Proust, ce qu'on voit, c'est cette tension entre ces expériences extatiques, hors du temps, et puis le retour au temps dans lequel il voit ce poids, il est là, il est extraordinaire quand il explique comment, au fur et à mesure on grandit, on est juché sur des trucs qui deviennent très durs à transporter avec soi-même, et on sent que le temps lui pèse. Le temps lui pèse. Si je pousse un peu ma question, c'est de savoir si l'expérience extatique ou mystique fait partie de l'expérience du chercheur lui-même, ou elle est... Non, je ne dirais pas ça. Mais le chercheur est comme tout homme et toute femme. Il a lui aussi la possibilité d'expérience devant un très beau tableau, un moment. Enfin, moi, je l'ai eu, certainement, et je connais d'autres personnes qui l'ont eu. Chez les artistes, c'est très fréquent. Oui. C'est très fréquent. Et naturellement, chez les religieux, chez les mystiques et tout, c'est l'expérience, je dirais, de base. Mais il me semble que cette expérience de transcendance est à la base de toute l'expérience de Proust. Okay. Que c'est autour de ça qu'il tourne, parce qu'il est en même temps confronté à cette notion du temps, que vous avez très bien décrit dans la question
longtemps, je me suis réveillé de bonne heure en montrant comment il juxtapose. C'est quelque chose qui est tellement fort en lui, mais dont on dirait qu'il se dit « j'ai découvert la manière d'en sortir, d'échapper », et puis finalement, à la fin de sa vie, j'ai l'impression qu'il dit ben, « non, finalement, j'y ai pas échappé ». C'est comme ça que je le lis. Bon. Merci. Vous avez eu un grand succès. Merci.